À 3 heures du matin, mon propre fils a défoncé la porte arrière de ma maison, pensant que j'y étais parti en vacances. Il se tenait devant mon coffre-fort pendant que sa femme chuchotait, « Tape le code, 2834 ». J'y étais debout dans les escaliers dans l'obscurité, et soudain une voix a retenti. « La police arrivera dans 3 minutes. » Quand ils ont vu qui avait prononcé ces mots, ils sont restés sans voix. Ce qui s'est passé ensuite a changé nos vies pour toujours. La porte arrière était intacte quand je suis parti pour Amiens il y a 3 jours. Je le sais parce que je vérifie toujours. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est simplement ce que 67 ans à payer les choses par vous-même font de vous. Vous remarquez les détails. Vous remarquez quand ils changent. Je suis René Fournier. J'y habite au 2847 boulevard Victor Hugo à Lille, dans les Hauts-de-France, dans une maison à un étage que j'y ai achetée en 1991 et que je rénove pièce par pièce depuis lors. Je suis expert en évaluation immobilière certifiée. Surtout pour des biens commerciaux. J'y examine des bâtiments pour gagner ma vie et je détermine leur valeur. Il s'avère que cette compétence vous suit jusqu'à la maison. J'y étais à Amiens pour une évaluation immobilière qui a été annulée à 21 h. Le client a eu une urgence familiale. Pouvions-nous reporter? Bien sûr que oui. J'y ai donc fait le trajet de retour la nuit même au lieu d'attendre le matin. L'autoroute 1 était déserte, et j'y avais un thermos de café qui avait refroidi quelque part autour des Arras. Et je ne pensais à rien de particulier. Ce fut ma première erreur. Ne penser à rien. Je me suis garé dans mon allée à 3h09 du matin. La rue était complètement calme. Aucune voiture ne circulait, aucune lumière de Porsche, juste la lueur orange des lampadaires se reflétant sur le trottoir mouillé. L'île en octobre, c'est surtout des trottoirs mouillés. Je me garais à cette même place depuis 34 ans et je pouvais le faire à moitié endormi, ce qui était à peu près mon état. Aucune lumière n'était visible de l'extérieur. J'y ai déverrouillé la porte des entrées, j'y ai fait un pas dans le couloir, j'y ai posé mon sac, j'y ai enlevé mon manteau et j'y ai entendu un bruit provenant du fond de la maison. Un tiroir qui se refermait en glissant. J'y ai cessé de respirer. Cela venait de mon bureau. La pièce au bout du couloir au rez-de-chaussée, où je garde mon classeur, mon bureau et le coffre-fort. Un modèle de sol fiché Bosch, de 80 cm de haut, boulonné au plancher sous la moquette. Celui que j'y avais fait installer il y a 11 ans après un cambriolage dans notre rue. Je n'ai pas allumé la lumière. Je n'ai pas appelé. Je suis juste resté dans le couloir avec mon manteau et j'y ai écouté. Je pouvais entendre 2 personnes, des voix basses, presque inaudibles, puis la voix d'une femme, à peine au-dessus d'un murmure. Et c'est encore. 2834 lentement. Je connaissais cette voix. Je me suis dirigé vers l'escalier, pas vers le bureau. Je ne sais pas exactement pourquoi. L'instinct, peut-être, ou juste la vieille habitude de prendre de la hauteur avant de faire quoi que ce soit d'autre. J'y ai monté 3 marches. De là, je pouvais voir la bande de lumière sous la porte du bureau et l'ombre de quelqu'un qui bougeait derrière. La voix de la femme a repris. Ça ne marche pas, tu es sûr que c'est le 2834? Et la voix d'un homme, plus grave, plus tendue. C'est ce que j'y ai noté. Donne-moi juste une seconde. Je suis resté là, sur la 3e marche, dans le noir. La voix de mon fils Bastien est une chose que je connais depuis 38 ans. Je la reconnais quand il est irrité. Je la reconnais quand il ment. Je connais la monotonie spécifique qu'elle prend quand il fait quelque chose auquel il ne veut pas trop réfléchir. Je l'ai reconnu à cet instant précis. Sa femme, Chloé, était avec lui. Chloé, qui a un master en droit des affaires qu'elle a cessé d'utiliser et un talent pour faire paraître simples les choses compliquées. Ils étaient mariés depuis 6 ans. J'y avais toujours pensé qu'elle était brillante. Cette nuit-là, je commençais à comprendre exactement à quel point elle était. Je n'ai pas bougé. Je suis juste resté là, à regarder l'ombre se déplacer sous la porte, à écouter ma belle-fille chuchoter la combinaison de mon coffre-fort à mon fils, à l'intérieur de ma maison, à 3h12 du matin. Et puis l'enceinte connectée sur mon bureau, un petit appareil que j'y avais configuré 8 mois plus tôt pour les alertes de sécurité déclenchées par le mouvement, a fait ce pourquoi elle était programmée. La voix mécanique a rempli la pièce assez clairement pour être entendue à travers la porte. Alerte. Mouvement détecté. La police a été prévenue. Arrivée dans 3 minutes. L'ombre sous la porte s'est complètement immobilisée.
Puis la porte s'est ouverte. Bastien est sorti le premier, et la lumière du bureau a éclairé son visage sous un angle que je n'oublierai jamais. Il a 38 ans, il est grand comme je l'étais, avec ce genre de confiance naturelle qui le rendait bon dans la vente et parfois insupportable lors des dîners. À cet instant, il n'y avait plus aucune confiance en lui. Son visage avait pris la couleur du vieux mastic. Chloé était un demi-pas derrière lui. Elle a 35 ans, précise de la manière dont les gens prudents sont précis. Tout est mesuré avant d'être dit ou fait. Son visage n'a pas pâli. Il s'est figé. Et c'est été d'une certaine manière pire. Ils ont regardé elle enceinte. Puis ils ont regardé l'escalier. J'y étais debout sur la 3e marche, toujours avec mon manteau et mes clés à la main. Et je n'avais pas dit un seul mot. Le silence a duré environ 4 secondes. J'y ai compté. Puis Bastien a prononcé mon prénom. Juste ça. Papa, dit une voix qui donnait l'impression qu'il avait avalé une poignée de gravier. J'y ai regardé mon fils, debout entre moi et la pièce où il avait essayé d'ouvrir mon coffre-fort, et j'y ai pensé à une question à laquelle je n'avais pas encore de réponse. Que essayait-il d'obtenir exactement? Les dossiers du groupe immobilier Fournier y étaient. 14 mois de bilan trimestriel, de contrat de fournisseur, les actes de propriété de mes biens personnels, et un autre document, une reconnaissance de dette de 38 000 € que Bastien avait signé lorsque je lui avais prêté de l'argent il y a 18 mois pour couvrir ce qu'il appelait un problème de trésorerie sur un projet immobilier à Roubaix. Il n'avait pas mentionné cette dette depuis longtemps. Je suis resté sur la 3e marche et j'y ai attendu le bruit des sirènes. 2 policiers sont arrivés à 3h19. Je suis allé à leur rencontre à la porte des entrées. Fausse alerte, leur ai-je dit. Mon fils a les clés. Il est passé récupérer quelque chose et a oublié le détecteur de mouvement. C'est ma faute. J'y aurais dû l'appeler quand je suis rentré plus tôt. Le plus jeune policier a regardé par-dessus mon épaule en direction de Bastien, qui se tenait dans le couloir avec les mains dans les poches, faisant une imitation raisonnable de quelqu'un qui ne transpirait pas. Chloé se tenait à ses côtés, les bras croisés, avec un sourire fatigué et légèrement embarrassé. À l'expression travaillée d'une femme expliquant un léger malentendu à un voisin. « Vous êtes sûr, monsieur ?» a demandé l'agent. « J'y en suis certain », ai-je répondu. Ils sont partis. J'y ai fermé la porte. J'y ai entendu Bastien expirer derrière moi. Chloé a dit, « René, je suis tellement désolé. Nous ne voulions pas te réveiller », et puis l'alarme. « C'est bon », ai-je dit. « Allez dormir. Nous en parlerons demain. » Je l'ai dit de la manière dont on dit quelque chose quand on n'a absolument aucune intention d'en parler le lendemain. Ils sont sortis par la porte des entrées. J'y ai regardé leur phare reculer dans l'allée et disparaître. Puis je suis resté dans mon couloir, dans l'obscurité, pendant un long moment, sans bouger, laissant simplement les faits s'organiser pour former quelque chose que je pouvais regarder en face. Chloé connaissait la combinaison. C'était le détail sur lequel je revenais sans cesse. Pas le fait que Bastien ait été ici. Il avait une clé. Il en avait une depuis 2019. Je la lui avais donnée moi-même après avoir subi une petite intervention chirurgicale, car je voulais que quelqu'un puisse passer voir la maison. Mais la combinaison du fichier Bosch? Je ne l'avais jamais donnée à personne. La séquence à 4 chiffres était quelque chose que j'y avais choisi moi-même, entré moi-même, et gardé à un seul endroit précis. Écrite au crayon à l'intérieur de la couverture arrière d'un vieux carnet des adresses usées qui réside dans le tiroir supérieur droit de mon bureau. Un tiroir qui est, soit dit en passant, également fermé à clé. Chloé s'était d'une manière ou d'une autre procuré un numéro qu'elle n'avait aucune raison de connaître. Je suis monté, j'y ai quitté mes vêtements de voyage, et je n'ai pas dormi. Le lendemain matin, j'y étais dans mon atelier à 7 heures. Mon atelier est une moitié de garage réaménagé. Un établi, un étau, des outils manuels organisés sur un panneau perforé, et une table des appoints en chêne à moitié terminée sur laquelle je travaillais depuis 6 semaines. Je restaure des meubles. Des pièces anciennes, en général. Le genre de choses que les gens jettent aux encombrants parce que le plaquage se décolle ou qu'un pied est fendu. Je les démonte, je répare ce qui est cassé, et je les remonte. C'est un travail plus lent que ce que la plupart des gens apprécieraient. Je trouve que c'est exactement l'intérêt. Je me suis assis sur mon tabouret et j'y ai pensé au visage de Chloé dans le couloir. Pas à l'expression troublée qu'elle avait affichée pour les policiers, mais la demi-seconde avant cela, quand elle s'était retournée de la porte et m'avait vu dans les escaliers.
Son visage avait fait quelque chose de rapide et complexe qu'elle avait lissé presque immédiatement, mais pas tout à fait assez vite. Ce n'était ni de l'embarras ni de la peur. C'était du calcul. Elle pensait déjà à la suite. Il y a 6 ans, dans un restaurant du Vieux-Lille, Bastien me l'avait présenté lors d'un dîner. Elle avait été chaleureuse, avait posé de bonnes questions sur mon travail. J'y avais dit à Bastien qu'elle était plus brillante que toutes celles avec qui il était sorti auparavant. Il avait souri. Ouais, elle m'oblige à rester honnête. J'y ai pensé différemment maintenant. Vers 9 heures, j'y ai sorti le bilan trimestriel de septembre du coffre-fort. Je l'ai étalé sur la table de la cuisine à côté de mon carnet à spirale, le registre courant que je tiens à la main. Chaque paiement entrant et sortant est inscrit le jour même. Les chiffres ne correspondaient pas de manière spectaculaire. Le rapport montrait 34 000 € de plus en frais d'exploitation que ce que mon carnet indiquait. Une ligne de facturation pour des services de conseil au 3e trimestre dont je n'avais aucun souvenir d'avoir approuvé. J'y ai appelé Sophie, notre comptable, à 9h15. Le bilan trimestriel de septembre, ai-je dit, la ligne de conseil. Quel est ce fournisseur? Bruit de clic de souris. Caron Conseil. Le premier paiement date d'août 2024. Je ne les connais pas, René, vous avez signé les formulaires des autorisations datés du 18 juillet 2024. Le 18 juillet 2024, j'y étais au Touquet pour un séminaire des experts immobiliers de 3 jours. Reçu des hôtels, badge, carnet kilométrique, tout était dans mon classeur. Scannez-les et envoyez-les-moi par email, lui ai-je dit. C'est arrivé en 8 minutes. J'y ai ouvert la pièce jointe. La falsification était bonne. Le R de René était un peu trop droit. Le Y final de Fournier avait une boucle différente. Assez bien fait pour passer au premier coup d'œil, mais pas assez pour tromper le mien. Je connais chaque habitude de ma propre écriture. Ce n'était pas ma signature. J'y ai posé le téléphone, j'y ai regardé le boulot par la fenêtre, qui laissait tomber ses feuilles jaunes une à une sur l'herbe morte. J'y ai repensé à la voix assurée et sans hésitation de Chloé chuchotant de 1834, à son master en droit, à son habitude de lire les contrats ligne par ligne, à sa façon de se déplacer dans chaque pièce comme si elle en prenait déjà les mesures. Elle n'avait pas deviné cette combinaison, elle l'avait trouvée. Dans le tiroir de mon bureau, à l'intérieur de ma maison. 14 mois de paiement, un nom de fournisseur construit à partir de son nom de jeune fille, Caron, un coffre-fort sur lequel il s'acharnait à 3 heures du matin, et quelque part en dessous de tout ça, la reconnaissance de dette de Bastien, 38 000 €, sa signature vieille de 18 mois et jamais mentionnée depuis. Je me suis levé, j'y ai marché vers la fenêtre et j'y ai regardé le boulot. Très bien, ai-je dit à voix haute à personne en particulier. Reprenons depuis le début. Le service des orientations de l'ordre des avocats du barreau de Lille m'a donné 3 noms. J'y ai appelé les 3 dans la même après-midi et j'y ai eu maître Valérie Dubois au téléphone en premier, non pas parce qu'elle a répondu le plus vite, mais parce que son assistante a posé la bonne question avant de me la passer. Est-ce une affaire professionnelle ou personnelle? Les deux, ai-je répondu. Veuillez patienter. Le cabinet de maître Dubois se trouvait rue Nationale, au 8e étage, le genre de bâtiment où l'ascenseur se déplace en silence et où la moquette absorbe les bruits. Son nom figurait sur une plaque en verre dépoli à côté d'une porte en bois massif, et quand je suis entré, j'y ai trouvé une femme d'une 50aine d'années qui avait l'air d'avoir entendu toutes les versions de toutes les histoires et qui avait cessé d'être surprise par aucune d'entre elles. Cela me convenait parfaitement. Je ne cherchais pas quelqu'un pour être surpris. J'y ai étalé les documents sur la table de conférence dans un ordre précis, les bilans trimestriels côte à côte, mon carnet à spirale ouvert aux pages correspondantes, et le formulaire des autorisations scanné imprimé et placé en dernier. Je l'ai laissé lire sans l'interrompre. Elle a pris le formulaire des autorisations et elle a tenu de biais vers la lumière. La signature est imitée, a-t-elle dit, et ce n'était pas une question. J'y étais au Touquet quand ce document a soi-disant été signé. Elle l'a posé. Des preuves. Reçu des hôtels, badge de conférence, carnet kilométrique et une feuille de présence signée à la table des inscriptions du séminaire. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture pendant un moment. 14 mois de paiement, tous approuvés avec votre signature. Tous falsifiés? J'y ai hoché lentement la tête, tapotant un stylo contre le bord de la table, pas nerveux, juste en train de réfléchir. Monsieur Fournier, la falsification en elle-même nous donne des motifs sérieux, mais voici le problème.
Si votre fils a accès au compte de l'entreprise et sans que la pression monte, il peut commencer à déplacer les actifs avant que nous ne puissions déposer une demande de saisie conservatoire. L'argent qui est transféré à un tiers est nettement plus difficile à récupérer, surtout s'il traverse les frontières. De combien de temps avons-nous besoin? 2 à 3 semaines pour monter un dossier solide, mais d'abord je veux qu'un expert comptable indépendant fasse un audit complet, pas la comptable qui a traité ses factures, quelqu'un qui n'a aucune relation préalable avec l'entreprise. J'y ai accepté. Elle m'a donné le nom de Marc Lemaire, un expert comptable certifié qui travaillait dans un petit bureau près des Euralilles. Je l'ai appelé depuis le parking souterrain en sortant et j'y ai pris rendez-vous pour le lendemain matin. Il restait un dernier point sur ma liste. J'y ai trouvé David Mourier dans un annuaire de détective privé agréé, pas par une recommandation, juste un nom avec des références et un casier vierge auprès du Conseil national des activités privées de sécurité, CNAPS. Son bureau était situé boulevard de la Liberté, au 2e étage, au-dessus des impressignes, ce que j'y ai trouvé à la fois ironique et approprié. Il avait la quarantaine, silencieux, le genre de personne qui écrit les choses à la main au lieu de les taper à l'ordinateur. J'y ai bien aimé ça. Je lui ai dit ce dont j'y avais besoin, l'activité financière actuelle associée à Bastien Fournier et Chloé Fournier, plus particulièrement tout compte, entité ou transfert qui n'apparaîtrait pas dans les registres du groupe immobilier Fournier. Je lui ai donné 2 semaines. Le tarif standard est de 95 € de l'heure plus les frais justifiés, a dit Mourier. Je vous enverrai un contrat. Parfait, ai-je dit. Et monsieur Mourier, j'y ai besoin que cela soit fait discrètement. Personne ne doit savoir que vous travaillez. Il m'a regardé avec la patience neutre d'un homme qui avait entendu cette demande de nombreuses fois. C'est la procédure habituelle, monsieur Fournier. J'y ai conduit pour rentrer chez moi dans les embouteillages de l'heure de pointe, en pensant à Bastien. Nous avions travaillé ensemble pendant 9 ans, lui gérant les relations clients et les négociations de baux, tandis que je gérais les évaluations et la structure juridique. Cela avait fonctionné parce qu'il avait un don avec les gens que je n'avais jamais naturellement possédé. Il pouvait entrer dans une pièce remplie d'inconnus et, en 20 minutes, donner l'impression à 3 d'entre eux d'être de vieux amis. Je lui avais dit que c'était un don. Je commençais maintenant à me demander si je l'avais vraiment pensé comme un compliment. Le lundi suivant, je suis allé au bureau comme d'habitude, la suite 302 au 412 rue Fédherbe. 3 pièces, un petit espace de réception, 2 bureaux privés. Bastien était déjà à son bureau quand je suis arrivé, veste sur le dos, café à la main, téléphone à l'oreille. Il a levé la main quand je suis passé devant sa porte ouverte. J'y ai levé la mienne en retour. Exactement comme n'importe quel autre matin. Je me suis assis à mon bureau et j'y ai ouvert mes emails. Quelque part de l'autre côté du bâtiment, mon fils faisait des affaires en utilisant une entreprise qui était en partie financée par l'argent qu'il lui avait discrètement volé, et il n'avait aucune idée que j'y étais au courant. Il y a un type spécifique de conscience qui naît lorsqu'on observe quelqu'un qui ne sait pas qu'il est observé. Le moindre mouvement devient intéressant. La façon dont Bastien riait un peu trop facilement lors de ses appels avec des clients. La façon dont Chloé avait mentionné, lors d'un dîner 6 semaines plus tôt, qu'il pensait enfin faire quelque chose avec la cuisine, une cuisine dans une maison qu'ils avaient achetée 3 ans auparavant pour 640 000 €. La façon dont aucun des ne m'avait jamais demandé directement comment se présentaient les résultats trimestriels. Il n'avait pas demandé parce qu'il le savait déjà, et il le savait parce que l'un des lisait mes dossiers. J'y étais en train de réviser un rapport d'évaluation pour un entrepôt à Tourcoing quand mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Puis je me suis souvenu que Mourier avait dit qu'il me contacterait depuis une ligne professionnelle, pas sur son portable personnel. Le message comportait 5 mots et un point. Ils ont déjà un avocat. Je l'ai lu 2 fois, j'y ai posé le téléphone face vers le bas sur mon bureau, j'y ai regardé le plafond pendant environ 3 secondes. Puis j'y ai repris le téléphone et j'y ai répondu, continuez. Marc Lemaire était méthodique d'une manière qui me donnait l'impression de regarder un chirurgien travailler. Son bureau près des Euralilles était dépouillé, 2 écrans, un seul meuble à tiroir, un tableau blanc avec des colonnes de chiffres sur lesquelles je n'ai pas posé de questions. Il n'utilisait pas de politesse superflue et ne perdait pas de temps à expliquer des choses que je comprenais déjà. Je respectais cela. Je lui ai donné accès à tous les registres financiers de l'entreprise, tous les relevés bancaires, les registres de factures, les contrats des fournisseurs et les bilans trimestriels des août 2024 à aujourd'hui. Il avait dit 2 semaines. Il n'avait pas menti. Pendant ce temps, j'y ai fait ce que je faisais de mieux.
Je suis allé travailler. Tous les matins, je conduisais jusqu'au bureau de la rue Faidherbe. J'y examinais des propriétés. Je prenais des appels. J'y ai parlé avec Bastien et un nouveau client potentiel à Marcq-en-Barœul, un propriétaire cherchant à louer 3 espaces commerciaux, et je lui ai donné mon opinion honnête sur le prix demandé. Il l'a noté et a hoché la tête comme il le faisait toujours. Nous avons pris un café dans la salle de pause le jeudi. Il m'a dit que Chloé songeait à prendre des cours de céramique. Je lui ai dit que ça avait l'air sympathique. Ça n'avait pas du tout l'air sympathique. Ce que cela évoquait pour la partie de mon cerveau qui tournait silencieusement en arrière-plan depuis 2 semaines, c'était une femme détendue, à l'aise, confiante que tout ce qu'elle et Bastien avaient fait fonctionnait toujours, était toujours invisible, et restait sans danger. Ce vendredi après-midi-là, j'y ai reçu le premier appel de Mourier. Il avait trouvé la SASU Caron Conseil dans le registre du tribunal de commerce, Infogreffe. Enregistré il y a 14 mois. Actionnaire unique répertorié, Chloé Fournier, utilisant son nom de jeune fille, Chloé Caron. Représentant légal, une société de domiciliation qui gère les créations des entreprises pour un forfait et ne pose aucune question. Adresse du siège social, une boîte postale dans une agence La Poste sur le boulevard Victor Hugo, à moins de 6 rues de chez vous. À moins de 6 rues de chez moi. Je suis resté silencieux un instant. Y a-t-il un compte bancaire associé à la SASU, ai-je demandé. Un compte pro dans une banque mutualiste à Villeneuve-d'Ascq, ouvert il y a 14 mois. Dépôt mensuel correspondant au montant des factures dans les registres de votre entreprise. Le compte contient actuellement 14 200 €. Donc, il ne les avait pas encore déplacés. J'y en ai pris note. Quoi d'autre? J'y travaille encore. Laissez-moi quelques jours de plus. J'y ai informé Maître Dubois de ce que Mourier avait trouvé. Elle a ajouté au dossier et a commencé à rédiger la requête pour le tribunal, une plainte pour annuler les documents des autorisations falsifiées selon l'article 441-1 du Code pénal, et une requête pour geler le compte de Caron Conseil en attendant l'enquête. Elle était prudente et réfléchie, et elle m'a averti à 2 reprises de ne pas contacter Bastien ou Chloé directement à ce sujet. Je n'en avais aucune intention. Les résultats de l'audit sont arrivés un mercredi après-midi, 12 jours après que le maire ait commencé. Il m'a appelé pour me demander si je pouvais passer le jour même. J'y ai libéré mon après-midi et j'y ai conduit jusqu'à Euralille. Le tableau blanc était couvert de colonnes. 14 mois, 19 factures distinctes. Total versé depuis les comptes du groupe immobilier Fournier vers Caron Conseil SASU, 127 400 €. Chaque facture décrivait des services de conseil stratégique sans aucun livrable, aucun contrat, aucun compte-rendu de réunion. Chaque facture avait été approuvée avec ma signature sur un formulaire des autorisations standards. Chaque signature était falsifiée. La personne qui a fait cela a été minutieuse, a dit le maire. Ils ont utilisé le même modèle de facture que vos vrais fournisseurs. Même police, même mise en page. Les montants étaient suffisamment importants pour compter, mais assez petits, individuellement, pour ne pas déclencher de vérification supplémentaire. Ils connaissaient le seuil des approbations, ai-je dit. Ils connaissaient tout le processus. Je suis rentré chez moi et j'y ai passé la soirée dans l'atelier. La table des appoints en chêne était presque terminée. J'y en étais à l'étape du ponçage, descendant les grains jusqu'à ce que la surface soit assez lisse pour refléter la lumière uniformément. C'est la partie une restauration que la plupart des gens sauteraient, mais la finition ne tient que si la surface en dessous est parfaite. Bastien avait passé 9 ans à observer comment je gérais l'entreprise. Il connaissait les fournisseurs, les formulaires des autorisations, le système de classement, et quel tiroir restait verrouillé. Il avait tout assimilé. Pas parce qu'il était consciencieux, mais parce qu'il se préparait à s'en servir. Et Chloé connaissait la combinaison. Cela signifiait qu'elle avait fouillé dans mon bureau, dans ma maison, parmi des affaires qui n'étaient pas les siennes. Probablement un mardi après-midi alors que j'y étais sorti évaluer une propriété. Et qu'elle était soi-disant à un cours de céramique. Le dépôt du dossier au tribunal a été fait un jeudi matin. Dubois me l'a confirmé par message. Plainte déposée. Requête de gel soumise. Vous verrez du mouvement d'ici 5 à 7 jours ouvrables. Le lundi suivant, Bastien a reçu la convocation du tribunal. Je le sais parce que j'y étais au bureau quand c'est est arrivé. Son assistante est entrée à 11h15 et lui a remis une enveloppe. J'y ai observé de l'encadrement de ma porte alors qu'il l'ouvrait.
son expression a fait ce que font les visages quand quelque chose confirme une peur que l'on essayait de ne pas avoir. Une contraction rapide autour des yeux, puis une immobilité délibérée. Il a levé les yeux et m'a vu le regarder. Je lui ai fait un petit signe de tête et je suis retourné à mon bureau. Cet après-midi-là, je suis passé par hasard devant le café de la Place aux Oignons, où Bastien et Chloé se retrouvaient parfois. Il se trouve que j'y ai jeté un coup d'œil par la fenêtre au bon moment. Chloé, le téléphone collé à l'oreille, la mâchoire serrée, sa main libre posée à plat sur la table. Pas une conversation sur la céramique. J'y ai continué ma route. Ce soir-là, Mourier m'a envoyé un message. Elle a passé 3 appels cet après-midi. Un a duré 22 minutes. Le numéro appartient à un avocat en contentieux lillois. J'y ai lu le message dans l'atelier, sous la lampe de travail, avec de la sueur sur les mains. Ils avançaient plus vite que ce que j'y avais prévu, ce qui signifiait que je devais être plus en avance qu'ils ne le pensaient. J'y ai regardé la table à moitié terminée, j'y ai posé le papier de verre, et j'y ai commencé à réfléchir à la prochaine étape. Pas celle qu'ils attendaient, mais celle qu'ils n'avaient pas encore imaginée. La demande de mise sous tutelle a été déposée un mardi. Je l'ai appris le mercredi, un jour avant l'audience prévue, quand Maître Dubois m'a appelé à 7 heures du matin, alors que j'y étais encore dans l'atelier. Ils ont déposé une demande de mise sous tutelle, a-t-elle dit sans préambule. L'audience est fixée à demain 9 heures. Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Lille, la juge Hélène Fabre. J'y ai posé le ciseau à bois que je tenais. Sur quel motif? Déclin cognitif présumé. Il cite la nuit où vous êtes rentré des Amiens, en la présentant comme celle d'un homme âgé et désorienté errant dans sa propre maison au milieu de la nuit. Ils ont aussi une voisine prête à témoigner qu'elle vous a observé présenter un comportement confus à plusieurs reprises. J'y ai regardé la table à moitié finie devant moi. J'y ai pensé à la voisine, une femme nommée Martine qui vivait 3 maisons plus loin, et qui avait toujours semblé parfaitement amicale à chaque fois que nous discutions par-dessus la clôture. Apparemment, elle avait une définition de amicale différente de la mienne. Et si c'est accordé, ai-je demandé. Un tuteur serait nommé pour superviser vos décisions financières. Selon le juge et ce qu'il plaide, cela pourrait inclure vos parts dans le groupe immobilier Fournier. J'y ai compris immédiatement. Si un tuteur reprenait mes décisions commerciales, Bastien pourrait potentiellement se positionner, ou placer l'un de ses proches, comme administrateur. C'était la voie la plus directe vers les actifs de l'entreprise qu'il n'avait pas pu atteindre par le coffre-fort. Valérie, ai-je dit, il y a 3 semaines, sur vos conseils, je suis allé voir un médecin, un neuropsychologue. J'y ai passé une évaluation cognitive complète. Un court silence. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un commence à falsifier votre signature sur des documents des entreprises, il semble que ce soit le bon moment pour prouver que votre esprit fonctionne exactement comme il le devrait. Un autre silence, plus long cette fois. Puis, pouvez-vous me faire parvenir le rapport dans les 2 prochaines heures? Je peux vous l'apporter dans 40 minutes. J'y ai conduit jusqu'au cabinet de Maître Dubois rue Nationale et je me suis assis en face d'elle pendant qu'elle lisait l'évaluation neuropsychologique du docteur Sandra Ndiaye, du service de neurologie cognitive du CHU de Lille. Le rapport faisait 14 pages. La ligne pertinente se trouvait dans le résumé exécutif. René Fournier démontre une fonction cognitive conforme ou supérieure à la moyenne pour sa tranche d'âge. Aucune preuve de déficience des fonctions exécutives, de la mémoire ou du jugement. Dubois l'a lu 2 fois. Puis elle a levé les yeux. C'est excellent. Combiné avec votre agrément professionnel, toujours actif, et l'absence de plainte et vos relevés de déplacement montrant que vous effectuez un travail auprès de clients sans incident, cela détruit complètement leur base de preuves. Et pour la voisine? Un témoignage des amateurs basé sur de vagues observations contre l'évaluation formelle d'un neuropsychologue certifié. Elle a fermé le dossier. Nous nous en sortirons très bien, mais je veux que vous soyez maître de vous demain. Aucune remarque à Bastien ou Chloé avant ou après l'audience. Aucune. C'est compris, ai-je répondu. Ce soir-là, j'y ai repassé ma veste marron et j'y ai organisé mes documents dans l'ordre que Dubois avait spécifié. L'évaluation cognitive, le renouvellement de mon agrément professionnel, 6 mois de carnet de route, et la lettre de mon médecin. J'y ai aussi emballé le rapport des audits complets de Lemaire. Dubois avait dit que nous n'en aurions pas besoin, mais j'y aimais l'avoir près de moi. La salle des audiences le lendemain matin était une salle classique des affaires civiles. Panneaux de bois,
néon, siège du public en grande partie vide, à l'exception d'un greffier et de 2 personnes que je ne connaissais pas et qui semblaient être des étudiants en droit venus observer. Bastien et Chloé étaient assis à la table des demandeurs avec leur avocat, un homme nommé Gérald Fillon, qui avait l'attitude polie et légèrement impatiente de quelqu'un qui facture à l'heure et qui veut que tout le monde le sache. Je me suis assis à côté de Maître Dubois et je n'ai rien dit. L'audience a duré 22 minutes. Fillon a présenté leur dossier, l'incident nocturne, le témoignage de Martine soumis sous forme des attestations écrites plutôt qu'en personne, ai-je remarqué, et l'argument général selon lequel un homme de 67 ans gérant seul une entreprise présentait un risque pour lui-même et pour son patrimoine. Il était éloquent et entraîné, et si je n'avais pas connu toute l'histoire, j'y aurais pu le trouver convaincant. Ensuite, Dubois a soumis notre réponse, l'évaluation neuropsychologique, l'agrément professionnel, la lettre du médecin, les relevés de déplacement. Elle a souligné que l'incident nocturne en question impliquait le sujet, moi-même, identifiant correctement 2 individus tentant d'accéder à son coffre-fort à son insu, contactant les services des urgences de manière appropriée via son système de sécurité, et prenant une décision calme et réfléchie sur la façon de gérer la situation. Elle a suggéré que ce n'était pas le comportement d'un homme en plein déclin cognitif. La juge Fabre a étudié l'évaluation pendant environ 90 secondes. Puis elle a rejeté la demande. Je me suis levé, j'y ai rassemblé mon dossier et j'y ai boutonné ma veste. Bastien était de l'autre côté de la pièce, les mains le long du corps. L'expression d'un homme qui vient de réaliser que la carte qu'il gardait en réserve n'était pas la bonne. Chloé se tenait absolument immobile à côté de lui. Son visage était devenu complètement neutre. Cela, j'y avais appris, était la chose la plus dangereuse que son visage pouvait faire. Je les ai croisés dans l'allée et je me suis arrêté. J'y ai regardé mon fils et j'y ai dit doucement, la seule chose que j'y avais à lui dire, la prochaine fois, prépare-toi mieux. Je suis sorti sans me retourner. Mourier m'attendait dans le parking à étage de la place de la République, adossé à sa voiture avec une chemise cartonnée dans une main et ses clés dans l'autre. Il avait l'expression d'un homme détenant des informations qu'il jugeait importantes. « Bonne matinée » a-t-il demandé. « Productive » ai-je dit. « Que y a-t-il dans le dossier » Il me l'a attendu. L'historique financier de Bastien en dehors de l'entreprise. Je pense que vous allez vouloir lire ça. J'y ai ouvert le dossier dans la lumière grise et bétonnée du parking et j'y ai commencé à lire. À la 3e page, j'y avais une image beaucoup plus claire des raisons pour lesquelles mon fils avait eu besoin de 127 400 € au point de les voler à son propre père. Le dossier que Mourier m'a remis racontait une histoire que j'y ignorais complètement. Un projet de construction à Roubaix, une rénovation commerciale, un projet à usage mixte. Le genre de choses qui a l'air solide sur le papier jusqu'à ce qu'on réalise que les prévisions étaient basées sur des permis qui n'avaient pas été totalement approuvés, et avec un entrepreneur qui avait quitté la région en juin. Bastien avait été l'un des 3 investisseurs privés. Le projet s'était effondré en août. Les 2 autres investisseurs, un homme nommé Denis Perrin et une femme nommée Rita Evin, tous 2 basés dans la métropole lilloise, avaient investi un total combiné de 210 000 € et en avaient perdu la majeure partie lorsqu'un entrepreneur s'était volatilisé et que la propriété était revenue à la banque. Ils voulaient récupérer leur argent. Bastien avait apparemment accepté par écrit de couvrir le déficit avec ses biens personnels. Il n'avait pas ses biens personnels, alors il s'était servi des miens. Je me suis assis dans ma voiture dans le parking et j'y ai lu le dossier entier 2 fois, de bout en bout. Mourier avait inclus des copies des reconnaissances de dettes que Bastien avait signées avec Perrin et Evin, un résumé de la chronologie de l'effondrement du projet, et une note à la fin. Bastien a fait des versements symboliques minimum, 2 000 € par-ci, 1 500 € par-là, pour éviter un procès. Cela lui a fait gagner plusieurs mois, mais ça ne tiendra plus très longtemps. Je suis resté un moment avec l'image complète en tête. Il ne m'avait pas volé par cupidité, ou du moins pas seulement pour ça. Il m'avait volé parce qu'il était acculé, et j'y avais été la porte de sortie la plus pratique. L'argent qui entrait dans Caron Conseil Sazu ne s'évaporait pas pour financer un train de vie luxueux. Il ressortait de l'autre côté pour payer 2 investisseurs qui croyaient être remboursés par un homme de parole. Ça ne rendait pas la chose meilleure. Ça la rendait juste cohérente. J'y ai appelé Maître Dubois depuis le parking. Je dois faire des changements structurels, lui ai-je dit. Mes parts dans l'entreprise et mes biens personnels. Je veux que les 2 soient protégés avant que ça n'aille plus loin. J'y attendais cet appel, a-t-elle dit. Venez jeudi matin. Le jeudi matin,
je me suis assis dans sa salle de réunion pendant qu'elle me présentait 2 documents. Le premier transférait ma participation dans le groupe immobilier Fournier vers une nouvelle entité, Fournier Gestion de Patrimoine SAS, structurée avec une protection du patrimoine en vertu de la loi française, ce qui signifiait que les créanciers ne pouvaient pas accéder directement aux actifs de l'entreprise, même s'ils obtenaient un jugement contre moi personnellement. Le second était la création d'une société civile immobilière, SCI, familiale dans laquelle je transférais l'acte de propriété du 2847 boulevard Victor Hugo et de mes 2 immeubles de rapport dans le quartier de Oisem. J'y ai signé les 2 ensembles de documents à 11h45. Bastien et Chloé ne savaient rien de tout cela. Ils étaient toujours concentrés sur la tutelle, qui avait été rejetée, et sur la plainte contestant les signatures falsifiées, qui suivait son cours dans le système judiciaire. Pour autant qu'ils le savaient, la configuration était la même qu'il y a un mois. Ce n'était plus le cas. La semaine suivante, je me suis rendu au commissariat central de Lille, à la brigade de répression de la délinquance astucieuse, BRDA. J'y avais une boîte des archives sur le siège arrière, le rapport des audits complets de Lemaire, les 19 formulaires des autorisations falsifiées, les documents liant Caron Conseil Sazu à Chloé, le rapport des enquêtes de Mourier reliant le projet de Roubaix au fonds disparu, et le résumé juridique de Maître Dubois sur les violations pour faux et usage de faux au titre de l'article 441-1 du Code pénal. L'officier de police judiciaire qui m'a reçu s'appelait capitaine Sandrine Morel. Elle avait la quarantaine, les cheveux tirés en arrière, et une façon d'écouter qui me donnait l'impression qu'elle lisait le document en même temps qu'elle m'entendait le décrire. J'y ai tout posé sur son bureau dans l'ordre que j'y avais préparé, et j'y ai parlé pendant environ 20 minutes. Elle a posé 4 questions. Tout était précise, ce qui signifiait qu'elle avait compris la structure. Le compte de Caron Conseil, a-t-elle demandé, est-il toujours actif? Il y a 10 jours, il contenait 14 200 €. Je ne peux pas dire ce qui a été déplacé depuis. Elle a noté quelque chose. Et les signatures falsifiées? Vous avez des preuves de vos déplacements aux dates où elles ont soi-disant été signées? Reçu des hôtels, registre de conférences, carnet kilométrique. Pour chacune des entre elles. Elle a hoché la tête, a regardé la boîte, m'a regardé. Monsieur Fournier, a-t-elle dit, c'est un dossier extrêmement bien documenté. Je vais devoir l'examiner avec ma hiérarchie et probablement informer le parquet avant de pouvoir ouvrir officiellement une enquête. Mais je veux être franche avec vous. Ce que vous avez apporté aujourd'hui est considérablement plus organisé que la plupart de ce que nous voyons. Je suis expert immobilier, ai-je dit. La documentation, c'est mon métier. Elle a presque souri. Laissez-moi quelques jours. J'y ai conduit pour rentrer chez moi par le pont de la Citadelle avec la boîte maintenant vide sur la banquette arrière. La dalle était grise et plate en dessous de moi. L'île en novembre est toujours grise. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Un numéro que j'y ai reconnu, la ligne directe de la capitaine Morel, qu'elle m'avait donnée sur une carte à la fin de notre entretien. Monsieur Fournier, a-t-elle dit, nous ouvrons une enquête. J'y étais dans l'atelier, debout en train de poncer le barreau du dossier d'une vieille chaise en chêne que j'y avais trouvée dans une vente aux enchères. Mon projet suivant commençait la semaine précédente. La surface était rugueuse, pleine d'un vieux vernis qui devait disparaître complètement avant qu'on puisse en faire quoi que ce soit d'utile. Merci, capitaine, ai-je dit. Ne me remerciez pas tout de suite. Cela prendra du temps. J'y en suis conscient, ai-je répondu. Je ne suis pas pressé. J'y ai posé le téléphone sur l'établi et j'y ai repris le papier de verre. C'était vrai. Je n'étais pas pressé. Tout était en mouvement maintenant, l'affaire civile, la restructuration du patrimoine et l'enquête pénale. 3 voies distinctes fonctionnant simultanément, chacune avançant à son propre rythme vers la même destination. Bastien et Chloé avaient un avocat spécialisé en contentieux qu'ils avaient engagé pour m'attaquer agressivement. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que la cible sur laquelle ils chargeaient n'était plus là où ils le pensaient. Le sol s'était discrètement dérobé sous eux au cours des 3 dernières semaines, et ils ne l'avaient pas senti. Ça viendrait. Maître Dubois a appelé un lundi matin, environ 2 semaines après que Morel eut ouvert l'enquête. L'unité de la capitaine Morel a officiellement réquisitionné les dossiers du groupe immobilier Fournier, a-t-elle dit. Ils ont également saisi les relevés de compte de Caron Conseil. Bastien a été entendu vendredi en garde à vue. J'y étais dans la cuisine, debout devant le plan de travail, avec une tasse de café encore chaude. Comment le savez-vous?
Son avocat a déposé une requête samedi matin demandant des copies des éléments de la procédure. C'est la procédure standard, mais le dépôt de cette requête nous indique que l'audition a eu lieu. Comment ça s'est passé? Un silence. Morel ne peut pas discuter des détails d'une enquête en cours avec moi, et je ne le lui demande pas, mais la requête déposée par son avocat suggère que Bastien n'a pas invoqué son droit au silence, ce qui signifie qu'il a parlé. Et cela signifie que tout ce qu'il a dit est maintenant enregistré. J'y ai pensé à mon fils dans une salle des interrogatoires, à qui des gens qui possédaient déjà l'audit de Lemaire, les 19 fausses autorisations et le rapport de Mourier sur Caron Conseil posaient des questions. Bastien était charmant et réactif dans les situations qu'il savait lire, les dîners avec des clients, les négociations de baux, les salles où il contrôlait le rythme. Il était considérablement moins efficace dans des situations où il ne savait pas ce que la partie adverse possédait déjà. Une salle des interrogatoires avec un officier de police qui dispose d'une boîte des archives pleines de preuves n'est pas un endroit où le charme sert à grand-chose. J'y ai presque ressenti quelque chose à ce sujet. Pas tout à fait de la compassion. Quelque chose qui ressemblait davantage à de la reconnaissance. Et Chloé? Elle a refusé de répondre. Elle a exercé son droit au silence immédiatement. C'était la décision la plus intelligente. Chloé avait toujours été la plus intelligente. Que se passe-t-il ensuite, ai-je demandé. Les enquêteurs vont confronter ce que Bastien a dit avec les preuves documentaires. Il y a des incohérences, et il y en a presque certainement, cela renforce considérablement le dossier. Vous n'avez rien à faire. Restez juste disponible si Morel a besoin de vérifier quoi que ce soit de votre côté. Je vais les remercier, j'y ai posé le téléphone et j'y ai fini mon café. Cet après-midi-là, j'y ai conduit jusqu'à la maison où avait eu lieu la succession pour la chaise et je me suis remis au travail. La chaise s'était avérée être une meilleure pièce que je ne l'avais réalisée, cadre en chêne massif, assemblage des origines, le genre de construction qui avait été bâti pour durer un siècle et qui avait en grande partie réussi. Le vernis était un problème. 3 couches appliquées au fil des décennies, chacune emprisonnant la crasse de l'époque précédente en dessous. J'y en venais à bout avec un décapeur thermique et un racloir, lentement, une section à la fois. Morel m'a appelé 10 jours plus tard. Les relevés du compte Caron Conseil montrent que les dépôts ont continué en novembre et en décembre, après que vous ayez porté l'affaire à notre connaissance. 44 600 € de paiement supplémentaires au cours de ces 2 mois. J'y ai posé le racloir. Il a continué. Il a continué, ce qui signifie que nous sommes maintenant face à une infraction pénale continue, et plus seulement une fraude passée. Cela change considérablement la gravité des faits. J'y ai compris ce qu'elle me disait. Les 127 400 € initiaux posaient déjà problème. Les 44 600 € supplémentaires transférés après que Bastien a reçu une convocation au tribunal, après qu'il a su que j'y étais au courant, après qu'il a eu toutes les raisons de s'arrêter, transformaient complètement le tableau. Ce n'était pas un vol impulsif né du désespoir. C'était une décision soutenue, prise de manière répétée en pleine connaissance des risques. Son avocat a-t-il été prévenu, ai-je demandé. C'est la prochaine étape. Je m'attends à ce que des poursuites formelles soient engagées dès ici 2 semaines. Je les remercier et je me suis assis un moment dans l'atelier, dans le silence, avec le décapeur thermique qui refroidissait à côté de moi et la section décapée du dossier de la chaise brillante et une lueur pâle sous la lampe de travail. Bastien avait continué à faire tourner son stratagème alors qu'il faisait l'objet d'une enquête active, alors qu'il faisait face à des poursuites civiles suite à la plainte de Dubois, tout en sachant que je savais. C'était le genre de décision qui n'avait de sens que s'il croyait sincèrement qu'il y avait encore une porte de sortie, que l'argent pourrait être remplacé, que quelque chose pourrait s'arranger, que le problème se résoudrait de lui-même et s'il continuait simplement à avancer. Je reconnaissais ce mode de pensée. Je l'avais vu chez des propriétaires fonciers qui continuaient à louer un immeuble dont ils savaient que les fondations avaient des problèmes. Encaisser les loyers pendant que les fissures s'étendaient, en se disant qu'ils répareraient ça au trimestre suivant. Les fondations finissent toujours par gagner. 2 semaines plus tard, Maître Dubois a appelé un jeudi après-midi. Bastien a été formellement mis en examen, a-t-elle dit. Faux et usage de faux en vertu de l'article 441-1 du Code pénal, et abus de confiance et vol aggravé en vertu des articles 311-1 et suivants. Le vol est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et d'une lourde amende. J'y étais à mon établi. Les barreaux de la chaise étaient propres maintenant. Dubois à nu, au grain régulier, prêt pour la prochaine étape. Et Chloé? Pas encore.
Elle enquête sur son rôle se poursuit. Étant donné qu'elle est s'est en garde à vue et la nature indirecte de son implication via la SASU, c'est plus complexe. J'y ai digéré la nouvelle. Puis j'y ai demandé, que fait l'avocat de Bastien maintenant? Il négocie, a répondu simplement Dubois. C'est presque certainement ce qui vient ensuite. J'y ai posé le téléphone sur elle établie, j'y ai regardé la chaise et j'y ai pris une feuille de papier de verre à grain moyen. Il y avait encore du travail. La nouvelle de la mise en examen de Bastien s'est propagée en cercle concentrique, comme le font les nouvelles dans une petite communauté professionnelle. Je l'ai appris d'abord par Dubois, puis par Sophie, la comptable, qui m'a appelé pour demander prudemment si l'entreprise continuait de fonctionner, puis par un contact de l'immobilier commercial à Marc-en-Barœul, qui avait entendu des choses de la part de quelqu'un et voulait savoir si j'y avais besoin de quelque chose. J'y ai dit à Sophie, oui, les opérations restent inchangées. J'y ai dit au contact à Marc, j'y apprécie votre appel. Dans la semaine, Denis Perrin et Rita Evin, les deux investisseurs de Roubaix mentionnés dans le dossier de Mourier, ont intenté une action au civil contre Bastien pour 210 000 € devant le tribunal judiciaire de Lille. Mourier avait noté qu'il perdait patience. Apparemment, ils avaient suivi les nouvelles de l'affaire pénale et avaient décidé que le moment était venu. Bastien avait maintenant un avocat pénaliste, un procès au civil de la part de Perrin et Evin, et l'action en cours de Dubois pour annuler les signatures falsifiées. 3 fronts judiciaires distincts, chacun nécessitant du temps et de l'argent auquel il n'avait plus accès. Chloé a fait le premier mouvement. Dubois m'a prévenu un mardi. Chloé avait approché le procureur de la République par l'intermédiaire de son propre avocat, offrant de fournir des informations sur l'opération Caron Conseil en échange de l'immunité contre les poursuites ou de la clémence. L'offre avait été faite discrètement, à l'insu de Bastien, ou du moins c'est ce que son avocat laissait entendre. J'y ai lu le message de Dubois 2 fois. 6 ans de mariage, et elle avait proposé de le livrer aux enquêteurs au premier signe que les murs se refermaient. Je ne trouvais pas cela surprenant. Je trouvais cela éclairant. Cela me disait exactement sur quoi le partenariat entre eux avait toujours reposé. Pas sur la loyauté, mais sur l'utilité mutuelle. Dès que l'utilité prenait fin, l'arrangement aussi. Le bureau du procureur a décliné l'offre. Ils avaient déjà les relevés de compte de Caron Conseil, l'enregistrement de l'entreprise sous le nom de jeune fille de Chloé, les 19 fausses factures, et une chronologie des transactions montrant son implication dès le tout premier paiement en août 2024. Ce qu'elle pouvait leur dire ne valait pas ce qu'elle demandait en retour. Elle n'était pas un témoin clé capable de débloquer l'affaire. Elle était un deuxième prévenu essayant de s'acheter une porte de sortie. Son avocat a déposé une requête en nullité pour faire annuler l'enquête sur son comportement, arguant du manque de preuves directes de son intention. Ça n'a mené nulle part. L'audit de Lemaire avait tout documenté avec une précision qui laissait très peu de place aux interprétations divergentes. J'y ai appris l'échec de la tentative de Chloé par Dubois un mercredi après-midi. J'y étais à mon établi quand elle a appelé, et je me souviens avoir posé le décapeur et être resté planté là un instant. Alors, elle fait toujours face à des accusations, ai-je demandé. L'enquête la concernant se poursuit. Étant donné qu'elle a enregistré la SASU, ouvert le compte et reçu les fonds, le parquet la considère comme auteur principal, pas comme complice. Et Bastien? Son avocat est presque certainement en pourparlers avec le procureur dans le cadre d'une CRPC, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Avec les 44 600 € supplémentaires de novembre et décembre, plus les chefs des accusations de faux s'ajoutant au vol, les risques encourus sont majeurs. Un plaidé coupable est sa meilleure option. Je les remercier et je suis retourné à ma chaise. J'y ai passé la semaine au cabinet de Maître Dubois, rue Nationale, dans la salle de conférence où je m'étais assis pour la première fois 2 mois plus tôt. La table était à nouveau couverte, cette fois avec les documents de dissolution du groupe immobilier Fournier. L'entité a opéré sous ce nom pendant combien de temps, a demandé Dubois. Pas parce qu'elle ne le savait pas, c'était dans le dossier, mais parce qu'elle était rigoureuse. Depuis 1996, ai-je répondu. Je l'ai fondée. Bastien a rejoint en tant que co-gérant en 2016. Elle a hoché la tête. Avec les accusations pénales en cours et les autorisations falsifiées annulées par le tribunal, vous avez des motifs parfaitement valables pour dissoudre la structure du partenariat. Les actifs sont transférés à Fournier Gestion de Patrimoine SAS, que vous contrôlez déjà exclusivement. Nous déposons la dissolution au greffe du tribunal de commerce, informons les parties concernées, et le processus est terminé. Combien de temps?
10 jours ouvrables pour que la dissolution soit finalisée. Le transfert des actifs est simultané. J'y ai regardé les documents sur la table. 29 ans. C'était la durée d'existence du non-groupe immobilier Fournier. Il était là avant que Bastien ne l'intègre, et il avait apparemment dû lui survivre. J'y ai signé les papiers de dissolution à 14h15. Dubois a été témoin, et son assistante les a authentifiés. J'y ai conduit vers chez moi en repassant par le pont de la Citadelle, le même itinéraire que j'y avais pris après avoir livré la boîte de preuves à la capitaine Morel. La rivière avait le même gris qu'elle a toujours en décembre. Ce soir-là, j'y étais dans l'atelier, appliquant la première couche des huiles danoises sur les barreaux de la chaise, quand mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu, mais avec l'indicatif 03 de Lille, pas la ligne pro de Mourier. J'y ai décroché. Silence pendant 2 ou 3 secondes. Puis la voix de Bastien, plus calme que je ne l'avais jamais entendue. Papa. J'y ai tenu le téléphone et j'y ai regardé le morceau de bois que j'y étais en train d'huiler, lisse et uniforme, le grain enfin visible après tout ce qui avait été superposé dessus. Je n'ai rien dit. Bastien n'a rien dit pendant quelques secondes de plus, puis, je voulais juste. Je voulais. Il s'est arrêté. Ce qu'il avait prévu de dire n'est pas sorti. Le silence a duré assez longtemps pour que je puisse l'entendre respirer à l'autre bout de la ligne. L'atelier était silencieux autour de moi. Le chiffon huilé séchait dans ma main. J'y ai appuyé sur le bouton pour mettre fin à l'appel. J'y ai reposé le téléphone sur l'établi, j'y ai repris le chiffon. Il y avait une deuxième couche à appliquer, et le bois avait besoin de temps entre les couches. C'était la partie que la plupart des gens bâclaient. Il fallait laisser la première durcir complètement avant d'y ajouter la suivante, sinon ça n'adhérait jamais correctement. Je me suis remis au travail. Dubois a appelé début février pour me dire que les négociations de la CRPC étaient terminées. Bastien a accepté l'accord ce matin, a-t-elle dit. 3 ans de prison avec sursis probatoire, remboursement intégral de 172 000 € payables sur 12 mois, et interdiction définitive de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise. Il plaidera coupable lors de l'audience des homologations. Et Chloé? Elle sera condamnée séparément, lors de la même audience. 18 mois avec sursis, 28 000 € d'amende. Son avocat a négocié le sursis en échange du fait qu'elle ne conteste pas les conclusions concernant Caron Conseil. Je suis resté silencieux un moment. Le chiffre de 172 000 € était inférieur aux 127 400 plus les 44 600 € dont je savais qu'ils avaient été sortis des comptes. 172 000 € au total, au lieu des 172 000 théoriques complets, les deux montants additionnés faisant exactement 172 000 €, ce qui est très proche. La divergence était faible et reflétait probablement l'évaluation par le procureur de ce qui était formellement prouvable sans ambiguïté par rapport à ce qui était discutable. Dubois m'avait dit de m'attendre à quelque chose dans cet ordre de grandeur. Quand a lieu l'audience? Dans 3 semaines, au tribunal judiciaire de Lille. Vous recevrez une notification formelle en tant que partie civile. Je les remercier et j'y ai raccroché. Puis je me suis assis dans la cuisine pendant environ 5 minutes, sans rien faire de particulier, laissant simplement les informations trouver leur juste place. 3 ans avec sursis probatoire pour faux et usage de faux, abus de confiance et 14 mois de fraude systématique. Une personne raisonnable aurait pu considérer que c'était une issue légère, mais j'y étais expert immobilier depuis assez longtemps pour connaître la différence entre la valeur nominale d'une chose et son coût réel. Les 172 000 € de restitution étaient le chiffre de surface. La vraie comptabilité était différente. Le casier judiciaire, l'interdiction à vie de gérer une entreprise, le procès au civil de Perrin et Evin toujours en attente en plus de la restitution, et la dissolution complète de l'entreprise que Bastien espérait un jour hériter de plein droit. C'était ça, le tableau complet. L'audience s'est tenue un jeudi matin gris, dans une salle du 3e étage du tribunal de l'avenue du Peuple belge. Je suis arrivé avec Dubois à 8h45 et j'y ai pris place dans le public. La pièce avait cette immobilité particulière qu'ont les salles des audiences avant de se remplir, l'odeur du vieux papier et de la moquette, les néons au plafond baignant tout dans cette même lumière plate et précise qui ne flatte personne. Bastien et son avocat étaient assis au banc de la défense. Bastien portait un costume sombre que je ne reconnaissais pas. Il l'avait probablement acheté pour l'occasion et gardait les mains croisées sur la table devant lui. Il ressemblait à un homme qui s'était exercé à avoir l'air maître de lui-même et qui n'y parvenait pas tout à fait. Sa mâchoire était serrée.
Il y avait des rides autour de ses yeux que je ne lui connaissais pas auparavant. Son avocat, un homme différent de celui qui avait géré la tutelle, plus jeune, plus silencieux, clairement le genre de pénaliste pur, était assis tout près de lui avec un bloc-notes jaune. Les yeux de Bastien se sont posés sur moi une seule fois quand il est entré, juste une seconde, un regard rapide et involontaire, de la même manière que les gens jettent un coup d'œil à quelque chose qui les effraie avant d'arrêter délibérément de regarder. Puis il a détourné les yeux et n'est pas revenu vers moi. Chloé était assise à la même table mais légèrement à l'écart avec son propre avocat. Elle était habillée exactement comme elle était toujours, un blazer anthracite, les cheveux tirés en arrière, la posture parfaitement droite. Quoi qu'elle ressente, elle avait composé son visage pour ne rien montrer. J'y avais passé 6 ans à confondre occasionnellement cela avec de la sérénité. Je savais maintenant que c'était juste du contrôle. Il y avait une différence. Je l'ai observé un moment depuis le public et j'y ai pensé à la boîte postale de l'agence sur le boulevard Victor Hugo, à 6 rue de chez moi. J'y ai pensé au carnet des adresses dans le tiroir supérieur droit de mon bureau. J'y ai pensé à sa voix, d'une certitude absolue, chuchotant de 1834 dans l'obscurité. La juge, une femme nommée Myriam Levasseur, qui se déplaçait avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait dirigé de nombreuses audiences exactement comme celle-ci, est entrée à 9 heures précises. La salle s'est levée, puis elle s'est assise. Elle a examiné l'accord de CRPC, a demandé à l'avocat de Bastien d'en confirmer les termes, a demandé directement à Bastien et s'il les comprenait et les acceptait. Sa voix, quand il a dit « oui, madame la juge », était plate, prudente et très basse. Elle a ensuite passé en revue l'accord de Chloé et a procédé à la même vérification. Chloé a dit « oui, madame la juge », sans aucun changement d'expression. La juge Levasseur a parcouru les documents pendant un moment, puis elle a prononcé les peines convenues. Bastien, 3 ans de prison avec sursis probatoire assorti d'une obligation de pointage mensuel, remboursement intégral de 172 000 € à raison de 14 333 € par mois, à compter de 30 jours après la condamnation, interdiction définitive de gestion. Chloé, 18 mois avec sursis, amende de 28 000 € payable en totalité sous 60 jours. Elle a signé l'ordonnance. Le greffier l'a tamponné. C'était terminé. Je me suis levé, j'y ai boutonné ma veste et je suis sorti. Dubois marchait à mes côtés. Aucun de nous n'a rien dit jusqu'à ce que nous soyons dans l'ascenseur. C'est fait, a-t-elle dit. Vraiment, ai-je répondu. Dans le hall, près des portes des entrées, un homme avec une carte de presse m'a arrêté. Un journaliste de La Voix du Nord, jeune, tenant un téléphone en guise de dictaphone. Monsieur Fournier, avez-vous un commentaire sur le verdict d'aujourd'hui? Je l'ai regardé une seconde. J'y ai pensé à tout ce qui s'était passé depuis la nuit où j'y étais rentré des Amiens et où j'y étais resté dans l'obscurité sur la 3e marche de mon propre escalier. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. Je suis juste très, très patient. Il a noté quelque chose. J'y ai poussé les portes pour affronter le froid de février et j'y ai marché vers ma voiture. Il me restait une dernière couche de finition à appliquer sur la chaise. Le premier paiement de restitution est arrivé par virement électronique un lundi matin. 14 333 € comme elle exigeait l'ordonnance de condamnation. Je l'ai vu sur mon compte quand j'y ai vérifié mon téléphone en prenant un café. J'y ai posé le téléphone et j'y ai regardé par la fenêtre de la cuisine le boulot. Il était nu maintenant, il l'était depuis novembre, de simples branches grises et nettes contre le ciel pâle. Je l'avais regardé par cette fenêtre pendant très longtemps. Il revenait toujours au printemps. Dubois avait envoyé un court message la veille au soir, premier paiement reçu dans les délais. Encore 12 à venir. Fournier Gestion de Patrimoine est en règle avec toutes ses déclarations. Vous êtes en bonne posture. J'y étais en bonne posture. Mourier m'avait envoyé un rapport récapitulatif final la semaine précédente, 3 pages couvrant l'étendue complète de ce qu'il avait documenté. Le seul point encore en suspens était le procès au civil intenté par Denis Perrin et Rita Evin. Leur affaire de 210 000 € contre Bastien suivait son cours au tribunal judiciaire de Lille selon son propre calendrier, indépendamment de la restitution pénale. Ce n'était pas à moi de m'en soucier. Les faits étaient enregistrés. J'y avais payé la dernière facture de Mourier et elle avait remercié. Il a dit, comme il l'avait fait à chaque étape, que c'était la procédure habituelle. J'y ai cru qu'il le pensait vraiment et j'y ai respecté cela. Fournier Gestion de Patrimoine SAS, le nom que j'y avais enregistré par l'intermédiaire de Dubois en janvier,
avait 3 contrats de bail signés dans le Vieux-Lille, un petit cabinet des architectures au premier étage d'un immeuble que je possédais en nom propre depuis 2009, un caviste dans le local commercial au rez-de-chaussée de cette même adresse, et un cabinet de kinésithérapie 2 rues plus loin qui avait été transféré proprement lors de la restructuration. Un revenu mensuel combiné de 8 200 €, des locataires fiables, de bons baux, des engagements pluriannuels. Sophie, la comptable, était restée et gérait les factures avec une liste de fournisseurs que j'y avais reconstruite de zéro. Chaque contrat était examiné par moi personnellement avant d'être signé. Caron Conseil SASU, selon le site des infogreffes, avait été radié administrativement. Son compte professionnel à la banque de Villeneuve-d'Ascq avait été gelé dans le cadre de la procédure pénale et le solde, 14 200 €, le même montant que Mourier avait signalé des mois plus tôt, était conservé dans l'attente de l'ordre de recouvrement. Le coffre-fort fiché Beauche n'était plus dans le bureau. Je l'avais déplacé dans les locaux de la rue Fédherbe la semaine suivant le jugement, quand j'y avais repeint le bureau et réorganisé les meubles. La pièce semblait plus lumineuse sans lui. J'y avais mis une bibliothèque étroite là où il se trouvait autrefois. La chaise en chêne occupait maintenant le coin du bureau, à côté de la bibliothèque, baignée dans la lumière du matin qui entrait par la fenêtre exposée à elle. J'y avais terminé la dernière couche des huiles près de 2 semaines plus tôt et je lui avais laissé une semaine entière pour sécher avant de la rentrer à l'intérieur. Le grain était pur d'un bout à l'autre, l'ambre et le noyer alternant en lignes longues et régulières. Les assemblages étaient fermes. La surface accrochait la lumière de façon homogène. Je l'avais commencé la semaine suivant la nuit où j'y étais rentré des Amiens. Cela avait pris 5 mois. Je n'avais eu l'impression de gaspiller aucun de ces jours. La lettre est arrivée lors d'une matinée par ailleurs ordinaire, une simple enveloppe blanche dans le tas de courrier du jour, pas des adresses des expéditeurs, et l'écriture de Bastien sur le devant, légèrement trop grande, comme elle avait toujours été. Je l'ai reconnue avant même de la toucher. Je l'ai ouverte à la table de la cuisine, debout. Une seule feuille de papier, pas de date, pas des explications, 2 mots, pas de signature. Pardon, papa. Je l'ai tenue et elle est lue 2 fois, sans chercher quelque chose de caché dedans. Il n'y avait rien de caché. Juste 2 mots d'un homme qui avait épuisé tout le reste et qui était arrivé, finalement, à la chose la plus basique qui soit. Je l'ai plié le long de sa marque des origines et je l'ai placé dans le tiroir supérieur droit de mon bureau, ce même tiroir qui avait contenu le carnet des adresses, ce même tiroir qui avait été ouvert à mon insu, probablement un mardi après-midi pendant que j'y étais sorti évaluer un entrepôt à Tourcoing et que la maison était silencieuse. J'y ai fermé le tiroir. Je ne l'ai pas verrouillé. J'y ai réfléchi un instant à ce que je pourrais finir par lui répondre. Pas maintenant, pas encore, et peut-être pas avant très longtemps, mais le tiroir n'était pas verrouillé. C'était déjà ça. Je me suis levé, j'y ai rincé ma tasse de café, j'y ai mis ma veste. Dehors, le boulot faisait ce qu'il faisait chaque mois de mars, le tout premier ver apparaissait au bout des branches grises, de minuscules bourgeons, à peine visibles à moins de s'arrêter et de regarder, le genre de choses qu'on manquerait si l'on allait trop vite. Dans 2 semaines, l'arbre entier serait couvert de feuilles et on ne devinerait jamais qu'il était resté nu et dépouillé tout au long du long et humide hiver lillois, à travers tous ces mois de pluie et de lumière grise et plate, une patience à toute épreuve. Je suis sorti en direction de l'atelier. Il y avait une table des appoints de style Louis-Philippe sur elle établie, plaquage en acajou, un pied fendu le long d'un joint de colle, la surface ternie par des décennies de cire. Je l'avais trouvé dans une vente de succession à Croix le week-end précédent, le genre de pièce qui semblait perdue jusqu'à ce qu'on regarde et assez près pour voir ce qu'il y avait réellement en dessous. J'y ai sorti les serre-joints et la colle de peau, j'y ai repositionné le joint avec précaution, j'y ai vérifié l'alignement. C'était droit. J'y avais du travail à faire.